Bonjour, je m'appelle Ghislain Otis, professeur à l'Université d'Ottawa, et j'ai le grand plaisir de contribuer à cet important colloque grâce à la technologie vidéo. C'est dans la foulée de la préparation d'un projet de charte du peuple kanak qu'on a sollicité ma contribution à cette manifestation organisée par le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie. J'en profite d'ailleurs pour saluer les membres du Sénat coutumier qui m'écoutent, ainsi que les collègues et les experts, de même que l'ensemble des participants à ce colloque. Alors, du point de vue d'un spécialiste du droit relatif aux peuples autochtones qui évolue à l'extérieur de l'univers juridique français, le projet de charte kanak, s'il était effectivement adopté par les autorités kanak, serait un acte d'autodétermination fort du peuple kanak de Nouvelle-Calédonie. Ce serait également une articulation fondamentale de l'ordre juridique kanak et une manifestation très exceptionnelle, en tout cas du point de vue de mes travaux, du pluralisme juridique en contexte postcolonial. J'ai donc choisi de vous parler essentiellement d'un aspect important de ce projet de charte kanak, c'est-à-dire, d'une part, de l'expression juridique de la souveraineté kanak qu'on y trouve, et ensuite de l'impératif de concilier cette souveraineté inhérente kanak, cette légitimité coutumière kanak, avec le fait républicain, avec également la légitimité républicaine en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, une contribution plus substantielle de ma part aurait de manière privilégiée porté plutôt sur l'étude comparative des modèles anglo-saxons en matière de droit des peuples autochtones. Mais comme nous avons convenu d'une collaboration ultérieure qui serait consacrée à la dimension comparative, je vais m'en tenir donc aujourd'hui à ce thème de l'expression juridique de la souveraineté kanak et de sa conciliation nécessaire avec un cadre étatique calédonien décolonisé. Il faut en effet rappeler d'entrée de jeu que l'enjeu du destin commun est donc d'un pluralisme de coopération plutôt que d'un pluralisme de subordination. Ce n'est absolument pas l'endo-validité de la charte du peuple kanak. En effet, la posture du droit étatique à l'égard du droit kanak n'affecte nullement la validité interne de ce droit. C'est-à-dire que le positionnement de l'État à l'égard du droit kanak, qu'il s'agisse de le reconnaître, de l'ignorer ou même de le combattre, n'entame pas son intégrité dans la sphère extra-étatique où il peut continuer de se développer selon sa propre logique, influencée en cela ou non par la culture juridique occidentale. La question centrale, à mon avis, qui découle de la charte kanak, sera plutôt celle de la conciliation des légitimités, des souverainetés, ainsi que des juridicités kanak et républicaines au sein d'un État calédonien décolonisé. Donc, dans la première partie de ma présentation, je traite brièvement de l'affirmation juridique de la souveraineté inhérente kanak dans la charte kanak et du contact de cette affirmation avec le fait républicain en Nouvelle-Calédonie. Si la charte du peuple kanak est adoptée, la souveraineté originaire des chefferies sera rappelée. Je réfère en particulier à l'article 26 du projet de charte. La persistance jusqu'à nos jours de cette souveraineté sera affirmée. C'est notamment
ce que l'on fait aux articles 33 et 48 du projet de charte. Et enfin, l'exercice de cette souveraineté inhérente kanak sera fortement renouvelé par l'institution de l'instance supérieure kanak qui est prévue aux articles 65 à 67 du projet de charte. Par ailleurs, la réception de cette souveraineté par l'univers républicain est posée comme un impératif du destin commun. L'article 53, par exemple, affirme que la légitimité coutumière autochtone doit trouver, et je cite, les moyens de son expression dans toutes les institutions républicaines. De même, l'article 68 du projet de charte déclare que, et je cite, toute institution républicaine dédiée à la gestion des composantes de l'identité kanak et de la coutume émane obligatoirement des chefferies et donc de l'instance supérieure kanak. Enfin, l'article 69 impose aux organes souverains kanak de veiller, et je cite, à ce que les principes fondamentaux et le système de valeurs kanak contenu dans la présente charte soit intégré sous forme d'une déclaration à portée juridique et constitutionnelle dans le nouveau schéma constitutionnel appelé à se mettre en place à l'issue de l'accord de Nouméa. En somme, la charte vient ici exprimer l'exigence claire d'un fondement autonome kanak à toute institution éventuellement reconnue ou constituée dans l'espace républicain et qui sera appelée à gouverner le peuple premier dans les matières de droit kanak. Ce seront en effet les autorités kanak souveraines qui auront ultimement la légitimité et l'autorité constitutionnelle de gouverner le peuple kanak, même par le biais d'institutions formatées, le cas échéant, en tenant compte du logiciel républicain. Ces dispositions de la charte confirment, à mon avis, que dans la perspective de l'autodétermination autochtone fondée sur la souveraineté inhérente des Kanaks, le droit républicain n'a pas vocation à octroyer ou à déléguer quelque autorité gouvernementale au peuple premier. De même, les institutions de ce peuple premier n'ont pas davantage vocation à être de pures émanations d'une souveraineté républicaine qui serait réputée prééminente. Les dispositions du projet de charte kanak expriment de manière univoque ce que j'appellerais l'endogenèse de la souveraineté et du droit kanak par rapport aux prétentions républicaines de souveraineté. C'est-à-dire que ces dispositions confirment qu'il existe un ordre kanak extra-étatique, un ordre auto-constitué, un ordre auto-référentiel, et que, par voie de conséquence, l'entreprise de décolonisation du rapport entre le droit républicain et le droit kanak vise à assurer la continuité de la souveraineté kanak au sein d'un État reconstruit comme un co-ordre juridique. Donc, il est très important de souligner qu'ici, selon cette logique, l'État ne vient pas supplanter la souveraineté kanak. Il ne vient pas non plus dissoudre cette souveraineté kanak. Au contraire, il vient l'accueillir et il en devient solidaire. Dès lors, dans l'esprit du pluralisme juridique véritablement décolonisé, l'acte fondateur de la nouvelle union politique et constitutionnelle entre le peuple premier et la société calédonienne issue de la colonisation devrait, en toute logique, prendre la forme d'une déclaration solennelle, bilatérale, de reconnaissance mutuelle par le peuple kanak d'une part, par l'ensemble calédonien d'autre part, en tant que composante refondatrice de la Kanaki Nouvelle-Calédonie en tant qu'État véritablement décolonisé. Sinon, un acte unilatéral de l'État par lequel celui-ci affirmerait sa volonté de conférer ou même de reconnaître du haut de sa souveraineté réputée
plénière et exclusive les droits du peuple kanak tendrait, à mon avis, à reproduire l'esprit colonial du pluralisme de subordination. Enfin, je terminerai mon intervention en traitant brièvement de certains aspects plus précis du défi de la conciliation des souverainetés kanak et républicaine dans un nouveau pacte constitutionnel qui serait véritablement décolonisé. À mon avis, le futur pacte constitutionnel, après avoir affirmé la souveraineté inhérente du peuple kanak et aussi l'impératif du destin commun, devra organiser rien de moins que le partage du pouvoir, de la terre et des ressources entre le peuple kanak et la société calédonienne plus large. Mes travaux sur les traités conclus au Canada entre l'État et certains peuples autochtones montrent que les questions les plus sensibles seront notamment les suivantes. D'abord, il faudra configurer des institutions qui relèveront dans l'ordre étatique de l'autorité souveraine kanak, qu'il s'agisse d'institutions coutumières reconnues par le droit républicain ou encore d'institutions de droit nouveau issues de la volonté souveraine kanak tout en étant adaptées aux gabarits républicains. Il faudra ensuite définir la portée matérielle, territoriale et personnelle des compétences respectives des institutions relevant des Kanaks, d'une part, et des autres institutions, et ce, dans l'espace républicain. Ce qui impliquera, évidemment, un partage des compétences dans les domaines comme l'ordre public, le droit pénal, la justice, les terres et les ressources, le statut personnel et les savoirs traditionnels autochtones. Il faudra ensuite, dans la mesure où les normes autochtones et non autochtones se croiseront, dans un ordre juridique pluraliste, il faudra élaborer des règles de prévention et, au besoin, de résolution des conflits de normes. Ces règles éviteront de reproduire le modèle colonial qui consiste en une subordination systémique du droit autochtone par rapport au droit républicain. Par ailleurs, il faudra aussi concevoir un régime domanial et foncier qui reconnaîtra et protégera les titres ancestraux kanaks sur l'intégralité des zones d'influence coutumière, y compris sur les ressources qui s'y trouvent, tout en se dotant, évidemment, de dispositifs de sécurisation foncière, de partage des droits d'occupation, de jouissance et de gouvernance des ressources, ainsi que des avantages découlant de leur mise en valeur. Il faudra aussi concilier, conformément à ce qui est prévu dans la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la configuration, la composition et le fonctionnement des institutions souveraines kanak avec les exigences du droit international des droits de l'homme. Toutefois, cette exigence emportera la recherche de métanormes communes plutôt qu'une conditionnalité républicaine verticale et ethnocentrique quant aux manières d'arbitrer entre le collectif et l'individuel dans la gouvernance autochtone. Il faudra également mettre en place des mécanismes permanents de collaboration et de médiation entre les pouvoirs autochtones et les pouvoirs non autochtones. Et enfin, il faudra élaborer un système de révision de la Constitution de la Nouvelle-Calédonie qui consacrera, pour les générations futures, le rôle constituant fondamental du peuple kanak. Évidemment, pareille entreprise de conciliation des souverainetés et des légitimités passera par un dialogue politique, mais aussi par un dialogue des cultures juridiques. Or, ni la culture juridique républicaine, ni la culture juridique kanak ne sortiront totalement indemnes de cet exercice. Au final, la conciliation des souverainetés
kanak et républicaine en Nouvelle-Calédonie, de même que le pluralisme juridique coopératif, passeront par une négociation d'égal à égal entre les univers juridiques qui s'attacheront à rechercher, en cas de besoin, tantôt des solutions qui vont sanctuariser une forte altérité kanak, tantôt des solutions qui, plutôt, tendront au métissage ou à l'hybridation des traditions juridiques. La coexistence, donc, du droit kanak et du droit républicain n'a pas à se plier au diktat d'une matrice systémique rigide et verticale pour assurer les arbitrages pacifiques qui sont nécessaires à la convivialité du voisinage entre le peuple premier et les autres composantes de la société calédonienne au sein d'un État authentiquement partagé et décolonisé. Merci.